Au Moyen Âge, la maison rurale est également une structure de stockage et de transformation. Même lorsqu'ils deviennent moins avares d'informations au XVe siècle, les textes ne disent presque rien de la maison villageoise. La maison paysanne était une maison pour rien. Elle était construite avec l'épièrement du champ, la récupération sur les bâtiments ruinés ou le ramassage des rebuts de carrière. Elle était construite également avec la paille de la récolte, avec l'argile de la glaisière voisine et les branchages de la haie ou du bosquet, avec les poutres recyclées presque à l'infini. Dans les textes de la fin de ce Moyen Âge, la maison commune est citée comme unité fiscale. Elle n'est jamais décrite au-delà de la mention d'une cour, d'un jardin potager, parfois d'une grange. Contrairement aux documents féodaux, les livres de comptes permettent une approche des matériaux utilisés. Vers 1490, la paroisse de Villebel finance l'achat, le transport et la mise en œuvre du plâtre, du chaume, de branches et d'osier, de tuiles, afin de couvrir les 2 travées de la maison Saint-Didier. En 1531, le procès-verbal d'estimation des maisons du Plessis-Gassot nous livre la description de 3 manoirs de ce village. Ce sont des bâtiments de 2 étages mesurant de 11 à 25 mètres de façade et 6 mètres de large mesurés à l'intérieur. Les murs sont en pierre liée de terre et enduits de plâtre. Les toits sont couverts de tuiles. Dans ces centres d'un pouvoir féodal collecteur de redevances en nature et centres d'exploitation, les granges mesurent plus de 20 mètres de long. Les murs sont en pierre liée de terre ou de plâtre. En ruine, l'hôtel de Billy est évalué 360 livres. L'hôtel de Buffière l'est pour 250. L'hôtel de Sautour et son grand clos pour 750 livres. Les maisons paysannes se placent sur une moindre échelle de valeur. Une veuve possède un petit corps d'hôtel neuf, une petite grange, partie des bergeries et de la cour, estimée à 13 livres. Un laboureur possède une maison, cour, colombier, jardin derrière. L'ensemble est estimé 6 livres. Construites de la même façon, ces manoirs sont estimés en moyenne plus de 50 fois l'évaluation des maisons paysannes. Anciens ou en ruine, ces manoirs sont les vestiges du siècle précédent. En 1439 est concédé un manoir, cour, colombier, grange, qui de présent sont ruineux et en partie chus, appelé l'hôtel de Billy, avec autorisation d'ôter la tuile, la vendre et faire couvrir de chaume. Collard de Billy est seigneur de Plessis-Gassot en 1363. À l'image du Plessis-Gassot, à l'identique de Villebel et des bourgs aux alentours, le Sarcelles médiéval connaît la confrontation des maisons communes avec un habitat aristocratique représenté par le fief de la cour, dont une première mention apparaît vers 1300. Sans préjuger d'une évolution des techniques du bâti et des styles, qui nous restent inaccessibles, la confrontation reste flagrante au XVIIIe siècle où, parallèlement au maintien de la cour, émergent Géraudon, les châteaux au cœur du village et quantité de maisons des champs que se sont fait construire nobles et bourgeois de la ville. Les murs en pierre tout venant, liés de plâtre, mentionnés en 1531, étaient toujours mis en œuvre au milieu du XIXe siècle. En fonction de l'enrichissement relatif de la paysannerie et de l'émergence d'une production locale, la tuile plate fut utilisée à la couverture des granges et des maisons. Ainsi, le plan relief du Plessis-Gassot ne figure que des toitures de tuiles. Peu de couvertures de chaume résistèrent aux injonctions des compagnies d'assurance de la fin du XIXe siècle. Par contre, les charpentes de ces couvertures de paille, qui nécessitaient une pente de 55 degrés pour être efficaces, n'ont pas toutes été transformées. Certaines de ces charpentes, colonisées par la tuile plate puis par la tuile mécanique, auront leur image captée par la photographie dans sa phase d'alimentation du commerce naissant des cartes postales vers 1900. De rares maisons encore couvertes de paille ont été photographiées dans le Val d'Oise avant la disparition définitive de ce matériau. En scrutant les images concernant Sarcelles, on repère le profil de quelques maisons rurales ordinaires, aux toitures pentues, possibles traces des couvertures de chaume passées. Au milieu du XVIIIe siècle, des briquetiers apparaissent dans les registres paroissiaux. Les plans permettent de localiser l'activité aux alentours du lieu-dit Rosier-Chantepie. Parallèlement aux murs de pierre liés de plâtre, les briques sont aussi mises en œuvre
dans les constructions rurales qui vont notablement se transformer à partir du XIXe siècle. La haute maison vigneronne, avec cave, évolue pour devenir une maison de culture maraîchère aux bâtiments d'exploitation organisés autour d'une cour, fermée avec porte cochère, cellier et grenier pour serrer les récoltes, hangar pour ranger la charrette, la paille, le foin, le bois, écurie pour loger l'âne ou le cheval. La vigne n'est à ce moment qu'un élément d'une polyculture. Le cheval est encore pour quelque temps attaché au transport et au labour. Vers 1860, la production traditionnelle de tuiles plates est concurrencée par les tuiles à emboîtement, dites tuiles mécaniques, qui permettent une couverture plus légère et plus économique. Elles vont progressivement imposer leur couleur orangée au fur et à mesure des réfections. Ces tuiles mécaniques permettent une pente de 30 degrés qui contraste avec celle des toitures plus anciennes. À Paris, vers 1850, l'insuffisance des logements oblige les provinciaux nouveaux venus à s'entasser dans tous les espaces disponibles. Des milliers de familles en sont réduites à occuper une pièce unique, meublée, un garni. L'habitat dégradé et la promiscuité favorisent la contagion de maladies comme la tuberculose, mortelle à l'époque. À partir de 1890, la doctrine hygiéniste a incité les familles populaires à quitter les logements insalubres parisiens. Les voies ferrées leur ont permis de rejoindre le bon air de lotissements établis à proximité de gares construites au milieu des champs. La station Sarcelles-Saint-Brice a été ouverte en 1857. 3 trains circulaient vers Paris le matin, le même nombre vers la banlieue le soir. En 1846, le village de Sarcelles totalise 1537 habitants. Pour fuir la chambre d'hôtel, beaucoup de familles sont prêtes à se laisser tenter par l'achat d'un terrain dans l'un de ces lotissements, pourvu qu'une gare se trouve à quelques kilomètres, franchis à pied, en vélo, en carriole ou en omnibus à chevaux. Mais seuls ceux des salariés les mieux payés peuvent économiser quelques francs sur chaque paie hebdomadaire. Les candidats se groupent en sociétés d'épargne autogérées qui louent à bail un grand champ avec promesse de vente. Les voies tracées, le champ était divisé en lots égaux, tirés au sort. Au bout de 3 à 4 ans, lors de la réalisation de la promesse de vente, chacun devenait propriétaire de son terrain. Sur ce terrain, le cabanon du dimanche a souvent été la première intention des acquéreurs. Ils n'envisageront que plus tard sa transformation en dur, en pavillon. Les moins fortunés font sortir de terre de petites maisons autoconstruites d'1 ou 2 pièces de 3 mètres sur 4, construites en ossature de bois, recouvertes de planches ou en parpaing, et couvertes d'un toit de tuiles mécaniques. La plupart de ces bicoques n'ont pas d'étage, mais le gain de place, c'est l'espace autour de la maison. Un terrain donne la possibilité de cultiver un potager dont les récoltes viennent compenser la faiblesse des revenus. Sur son lopin-de-terre, on peut bricoler un poulailler, récolter les œufs, nourrir quelques lapins de l'herbe des talus. L'espace autour de l'habitation, c'est aussi l'annexe de la maison pour des activités nécessaires. Faire ses besoins, récupérer l'eau de pluie, faire bouillir la lessive et sécher le linge, abriter le bois ou le charbon, ranger le vélo, stocker les outils du jardin. La maison ne cesse ainsi de bourgeonner au fil des années. D'autres, au budget moins limité, construisent directement en briques ou en meulière des pavillons à peine plus développés au sol, 25 mètres carrés en moyenne. Ils sont souvent surmontés d'une pièce mansardée et comprennent parfois un sous-sol. Ceux qui sont plus à l'aise font construire des maisons un peu plus grandes et plus cultivées par les équipes de maçons creusois ou italiens qui circulaient de chantier en chantier. Quelques familles aisées continuent d'occuper les maisons bourgeoises, élevées au siècle précédent, où se font construire des villas aux allures de bord de mer. Ces maisonnettes de lotissement ont été construites sur des terrains non viabilisés. Beaucoup attendront des années l'eau courante, le gaz, l'électricité des rues goudronnées. Ce premier pavillonnaire inaugure un découplage entre le lieu du travail et le lieu de résidence. En 1906, le quartier neuf de la gare Sarcelles-Saint-Brice compte 329 habitants. Celui du Haut-du-Roi en regroupe 42. À la jonction des routes nationales 1 et 16, le quartier du Bérage se garnit de maisons et de commerces. La population de Sarcelles passe de 3158 habitants en 1921 à 6155 10 ans plus tard. En 1931, plus de 18% des Sarcellois sont natifs de Paris.
Les zones pavillonnaires connaissent un développement anarchique en banlieue. En 1953, la classe politique prend la mesure de la situation face à la crise du logement qui atteint un niveau sans précédent. En région parisienne, on compte 236 000 taudis. 21% des logements n'ont pas l'eau courante. Aux fonctionnaires, les concepteurs des grands ensembles s'inscrivent dans la condamnation de l'extension anarchique du pavillonnaire banlieusard. La solution choisie est l'habitat collectif de grande taille. La pénurie de logements populaires ne pouvant être résorbée ni par les promoteurs privés, peu intéressés, ni par le seul secteur public, l'État crée les conditions administratives et financières devant lever une série de blocages structurels. Rendre possible l'expropriation des terres agricoles, création d'un organisme chargé des acquisitions foncières, la SIC, fléchage du 1% salarial vers le logement, regroupement des entreprises du bâtiment pour leur permettre d'assumer de très gros chantiers. Dans un secteur d'activité encore traditionnel, formation annuelle de 30 000 ouvriers du bâtiment. L'abaissement du prix de revient a été obtenu en utilisant massivement le béton, en préfabriquant les escaliers, les planchers, les murs, les façades, en installant des grues mobiles en pied d'immeuble, les chemins de grue. En 1954, la SIC acquiert 14 hectares à Sarcelles pour y conduire un programme de logement. En octobre 1955, démarre la construction de 440 logements au lieu-dit Les Sablons, Sarcelles 1. Il s'agit de longs bâtiments de 4 étages à toiture en terrasse. Les murs de façade porteurs sont en pierre de taille. Les planchers sont constitués d'une dalle de béton avec chauffage incorporé. Traditionnelle, la technique de construction s'avère économique en raison de l'effort porté sur le planning d'exécution. En 1956, un chantier de 1180 logements de même type est ouvert au lieu-dit Les Lochères, Sarcelles 2. Un nouveau quartier est lancé chaque année. Une simple halte sur la ligne SNCF Paris-Creil est ouverte en janvier 1959 et agrandie en 1965. Précédemment, les premiers locataires prenaient le train à la gare de Pierrefitte-Stein. Les techniques de construction évoluent. À partir de Sarcelles 6, 1961, le système constructif est celui des murs de refend porteurs, perpendiculaires aux façades non porteuses. Aux barres de 4 étages succèdent des immeubles de 7 à 15 étages. À partir de Sarcelles 3, 1958, 80% des logements sont attribués au personnel des entreprises ayant participé à leur financement par le 1% logement. C'est la période où des immeubles entiers sont affectés à une même catégorie d'occupants. Le bâtiment des policiers, le bâtiment des ouvriers Citroën, celui des enseignants, etc. Les adresses du grand ensemble ont longtemps été un numéro de bâtiment suivi d'une lettre pour la cage d'escalier. Ce qui était au départ un programme de 1000 logements sera terminé 20 ans plus tard avec la réalisation de près de 13 000 logements construits sur 270 hectares. Par sa vocation initiale à accueillir une population salariée en région parisienne, le Grand Ensemble était une cité dortoir. Les travailleurs partaient tôt le matin et ne revenaient que le soir. Les 2/3 d'entre eux utilisaient le train. L'emploi local et les activités se sont développés depuis, mais c'est une autre histoire.